Bonjour minasan! Voilà, ça fait un peu plus d'un mois que je suis rentrée en France et c'est le temps pour moi de faire un dernier bilan, le bilan d'un an à voyager au Japon. Pour replacer le contexte, car certains sont peut-être arrivés récemment sur la chaîne, l'année dernière j'ai quitté mon emploi, j'ai mis toutes mes affaires dans un box, j'ai confié mes petits lapins à mes parents et je suis partie en juillet 2018 pour un an avec le visa vacances-travail au Japon dans l'optique de visiter le maximum du pays. Pour résumer, ce visa donne l'opportunité aux moins de 30 ans d'aller vivre au Japon pendant un an tout en donnant la possibilité d'y travailler. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience, de mon ressenti et je vais d'ailleurs m'aider de vos questions comme fil conducteur. Mais sachez que ce genre d'expérience est vraiment propre à chacun et que si vous souhaitez un jour partir en programme vacances-travail au Japon, cette expérience peut être totalement différente de la mienne. Surtout que bon, la mienne je pense est un peu spéciale parce que dans le programme vacances-travail, j'ai fait 100% vacances et 0 travail. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir posé des questions, il y en a beaucoup donc je pense que la vidéo va être longue. Si vous ne voulez pas tout regarder, je pense que je mettrai un sommaire dans la description en dessous. Et c'est parti! C'est une très bonne question pour commencer et je vais en profiter pour revenir un petit peu en arrière jusqu'à l'émergence de cette idée, partir un an au Japon. Juillet 2013, je reviens d'un mois au Japon avec les étoiles plein les yeux et avec une idée en tête, je voudrais y retourner et je voudrais y rester. Janvier 2016, je retourne au Japon pour passer des entretiens d'embauche avec vraiment cette idée en tête de m'installer sur le long terme. Alors les entretiens se sont bien passés, je suis dans un secteur d'activité qui recrute énormément donc là n'est pas le problème. Mais j'ai un petit peu vu l'envers du décor et si je voulais aller au Japon, c'était pour découvrir le pays, voyager et un métro boulot dodo n'était pas trop ce que j'envisageais, surtout avec 10 jours de vacances par an. 1 ou 2 mois après mon retour, ces recherches sur internet jusqu'à trouver la solution, le programme vacances-travail pour vivre un an au Japon. Juin 2016, je crée un fichier Excel que je vais remplir petit à petit pendant 2 ans des lieux que j'ai envie de visiter pour chaque préfecture du Japon, sachant qu'il y en a 47. Alors certes ça paraît long comme ça mais j'y bossais pas tous les jours dessus, je le faisais vraiment petit à petit mais je m'y suis prise tôt parce que c'était un projet qui me tenait à cœur et j'avais qu'une hâte, le voir se concrétiser. Par contre, le problème des plannings définis longtemps en avance, c'est que il peut y avoir quelques couacs. Comme par exemple, un très bon exemple, en juin 2019, j'avais prévu d'aller visiter un musée à Inu et en me renseignant sur comment y aller, je me rends compte que le musée est fermé depuis mars 2018. Voilà. Avant de partir, j'ai pris des cours de japonais, donc c'était 1h30 par semaine, dans le but vraiment de pouvoir me débrouiller un minimum une fois sur place. Donc je connais mes hiragana, mes katakana, quelques kanji et j'ai un niveau vraiment très basique. Mais cela m'a suffi pour me débrouiller une fois sur place. Parfois certaines situations m'ont demandé d'utiliser Google Translate mais grosso modo ça s'est bien passé. Même si je pense voyager avec un bon niveau de japonais peut changer totalement le séjour. Je pense notamment à quand j'ai voyagé avec ma petite sœur qui est en master de japonais ou encore avec Nippon Nirisme, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui sont tous les deux très à l'aise avec le japonais. Et les japonais venaient plus facilement vers nous, papoter avec nous et parfois justement pour avoir papoté quelques instants avec eux, nous ont offert des petits cadeaux ou nous ont rendu des petits services. Ichinenkan? 1 year? Sugoi! Évidemment, les japonais sont surpris. Très surpris, pour eux c'est impensable d'avoir et de prendre autant de vacances. Parfois ils me remerciaient aussi d'être venus d'aussi loin pour visiter un coin reculé du Japon. Parfois je me faisais interpeller aussi, donc
Certains passaient par exemple à vélo à côté de moi, s'arrêtaient, faisaient demi-tour, me disaient bonjour, comment j'allais, est-ce que je cherchais quelque chose, est-ce que j'avais besoin de renseignements. Certains tout simplement me disaient hello comme ça, même si parfois ils prononcent plus hello, que ça soit des personnes âgées ou des enfants d'école primaire. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en tant que résident même temporaire, on n'a pas le droit au JR Pass. Petite parenthèse, le JR Pass, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pass qui permet aux touristes de voyager sur tout le réseau JR de façon illimitée pour un temps donné. Donc pour ma part, comme je n'avais pas le droit à ce pass, j'ai pris les solutions les plus économiques, comme par exemple les bus ou les trains locaux. Malgré tout, j'ai pris une seule fois le Shinkansen et c'était pour un trajet de 10 minutes. Sinon, j'ai aussi loué une paire de fois une voiture pour me rendre dans des coins un peu plus reculés du Japon. Sinon, je faisais aussi beaucoup de marche à pied. Si le trajet était moins de 30 minutes à pied, eh bien, j'utilisais mes gambettes. Ou sinon, quand je prévoyais des grosses journées, par exemple pour voir un lac ou quoi, eh ben, je louais à vélo, ce qui me permettait de faire facilement le tour du lac. C'est très simple, ouverture de booking.com, je trie du moins cher au plus cher avec deux critères, pas trop loin d'une station, donc de métro, de bus, de train ou quoi, et avec une laverie. Donc en fonction des villes, ça va tomber sur un hôtel, sur une auberge de jeunesse, dans un dortoir, dans un minchoku, dans un capsule hôtel ou même parfois des love hotels. Je pense que j'ai tout fait. Alors non, pas quotidiennement, mais ça m'est arrivé par exemple pour les championnats de sumo ou de patinage artistique avec Yuzuru Hanyu, voilà, non, pas quotidiennement. Par contre, je suis passée à la télé japonaise lors du festival de Yasakoi de Kochi. Notre performance a été diffusée et à plusieurs reprises on voit ma face en gros plan. Kuni 一つになってきた踊り子たち。初めての人も踊ったことがある人も。頑張ります。はい、本当に皆さん本当にありがとうございました。Alors ça dépendait du planning et de la météo, mais généralement je m'arrangeais pour avoir au moins un jour off par semaine, et s'il y avait un jour de pluie, c'était ce jour-là. Mais c'était relatif parce que comme on ne cuisinait pas, on devait sortir tous les jours pour manger. Donc des journées full pyjama comme j'adorais le faire en un an, il n'y en a pas eu. D'ailleurs, je vais profiter de cette question pour donner quelques statistiques de météo. Donc si je regarde là, c'est parce que je regarde le téléphone. Alors, de jours de soleil, il y en a eu 243. De jours nuageux, il y en a eu 93. De jours de pluie, il y en a eu 64. De jours de neige, il y en a eu 15. Et sur un an, j'ai eu 5 séismes, mais tous de magnitude 1 ou 2. Donc j'ai été sur ce plan-là assez chanceuse. Et enfin, j'ai eu 3 typhons. Et mes jours de repos n'étaient pas de tout repos. Petit 1, faire le planning définitif. Pour cela, je regarde la météo de la semaine, comme je le disais tout à l'heure. Si c'est une journée de pluie, ça sera une journée off. Si c'est une journée grand soleil, ça sera une sortie en plein air, une randonnée, ce genre de choses. Et je regarde aussi les petits détails, donc le moyen, le moins cher pour m'y rendre, combien ça va me coûter, est-ce que j'ai besoin de telle ou telle chose, etc. Petit 2, les photos. Donc je les vide de ma carte SD, je fais une sauvegarde, je fais une sélection pour mon Instagram et parfois je les traite aussi, donc je change la balance des blancs, ce genre de choses. Troisième point, mettre à jour mon journal. Donc chaque jour j'écrivais et j'illustrais ce que je faisais dans la journée afin de garder une trace. Et si vous êtes curieux à ce propos, c'est sur ma seconde chaîne Scrappy Macho.
Et enfin, petit 4, évidemment, YouTube. Donc en fonction de mon avancement, soit je faisais une sélection de rush, soit une sélection de musique, soit j'écrivais le texte, soit je faisais la voix off, soit je faisais la face caméra, soit je faisais le montage, soit je faisais la promotion de la vidéo. Enfin bon bref, tout ce qui tourne autour de YouTube. En vrai, si je voulais me détendre, je lisais, j'aime beaucoup lire et j'avais amené avec moi ma liseuse avec une grande bibliothèque de romans français, donc c'était assez facile pour moi de lire. Alors je suis partie avec une valise full en début de voyage avec des vêtements pour les 4 saisons que j'ai organisé dans 4 sacs organisateurs. Donc c'est des sacs comme ceci. Bon, ça c'est un petit sac, mais j'en avais aussi des grands et c'était pratique parce que par exemple je mettais tous mes vêtements d'hiver dans un sac et quand c'était l'été, le sac restait au fond de la valise et ne bougeait plus. Aussi j'étais partie avec une veste qui avait une doublure intérieure, du coup c'était pratique pour les mi-saisons ou automne, printemps, donc j'avais juste à l'enlever et j'avais moins chaud. Ensuite, après que l'hiver soit passé, donc après 8 mois à être déjà au Japon, j'ai envoyé un colis pour la France, donc chez moi, avec des vêtements d'hiver. Donc il y avait des bottes, des pulls, des gros pantalons, des collants, mon bonnet, enfin tout. Bref, et des choses qui prennent de la place. Du coup j'ai pu m'alléger et en profiter aussi pour m'acheter des souvenirs sur place. Une activité que je voulais absolument faire durant cette année au Japon, mais qui est tombée à l'eau parce que la météo était trop mauvaise, c'est l'ascension du mont Fuji. C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo, mais durant cette année au Japon, j'ai visité 45 préfectures sur les 47. Du coup, c'est quand même un joli score, mais voilà, j'ai zappé 2 préfectures. La première préfecture est la préfecture de Wakayama, qui pourtant était prévue dans mon planning, mais j'ai décidé finalement de rentrer pour les fêtes de fin d'année, voir ma famille et ma petite lapine aussi, enfin surtout pour la lapine, mais chut. Et la deuxième préfecture est la préfecture de Shimane. Pourtant j'avais prévu quelques visites à faire dans ce coin là, mais je sais pas, sur le coup elle me tentait plus tant que ça, donc j'ai décidé de la zapper. Mais il faut savoir que sur ce voyage je n'avais pas prévu à la base de visiter toutes les préfectures. Par exemple, la préfecture de Fukushima n'était pas prévue, j'y suis allée quand même et finalement ça a été une belle surprise. Mais sinon, à part ça, j'ai respecté le programme que j'avais élaboré. D'ailleurs, j'avais sorti une vidéo il y a un peu plus d'1 an sur ce que je comptais faire au mois le mois. Donc voilà, je suis plutôt contente. Aussi, pour un prochain séjour au Japon, il y a 2 Matsuri que j'aimerais beaucoup voir tout au nord du Japon. Il s'agit du Neputa Matsuri et du Nebuta Matsuri. Oui, les noms se ressemblent. Donc ce sont de grandes lanternes de couleurs qui défilent dans les rues. Et après avoir vu le musée, je me suis dit, je veux voir ce Matsuri de mes propres yeux. Un autre Matsuri qui me tente bien, et ça tombe bien parce que c'est à la même période, c'est le Kanto Matsuri dans la préfecture d'Akita. Donc ce sont des dizaines de lanternes qui sont tenues en équilibre sur l'épaule, dans la main, sur les fesses, enfin un truc vraiment impressionnant. Mais c'est impossible de répondre à cette question. Ah, cette question-là est plus facile et je vais y répondre tout de suite. Le festival de Yosakoi de Kochi. Alors j'en ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais voilà, rencontrer des gens qui viennent du monde entier, danser avec eux, parader dans les rues de Kochi, se faire applaudir, se faire récompenser par des médailles. Voilà, c'était vraiment une expérience extraordinaire et c'est mon plus beau souvenir. Alors, c'était aussi lors du festival de Yosakoi de Kochi, bizarrement, mais malgré ça, ça n'a pas terni quand même mon expérience. J'ai fait la douloureuse expérience d'un chikan, donc c'est un attouchement sexuel non consenti. Donc voilà, maintenant je peux en parler assez librement parce que voilà, ça fait 1 an.
Mais enfin grosso modo ce qui s'est passé c'est que il y avait une représentation sur scène et il y avait beaucoup de monde, donc j'étais dans la foule et enfin bon je sentais quelque chose me toucher les fesses quoi. Et du coup sur le coup je pensais que voilà c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde que du coup cette personne là était bousculée sur moi, donc du coup je me suis un petit peu décalée. Sauf que du coup bah ça continuait et du coup je me suis retournée et puis là du coup j'ai vu le monsieur retirer sa main. Et sur le coup bah moi ce que j'ai fait c'est que bah je suis partie, enfin bref je suis allée plus loin. Mais enfin c'est vrai que j'aurais dû, enfin après y avoir réfléchi, je me dis j'aurais dû, je sais pas, crier, le montrer du doigt, dire que c'était un chicane devant tout le monde, enfin c'est vrai que c'est toujours après coup qu'on réfléchit à ces choses là, mais c'est vrai que si voilà, si jamais un jour ça vous arrive, essayez de pas faire comme moi et de réagir pour que cet homme ne recommence pas. Voilà. Alors je vais faire un top 10 mais par contre il n'y aura pas d'ordre particulier, mais j'ai quand même une grosse préférence pour Hokkaido, tout au nord du Japon. Alors je l'ai visité en hiver, je l'ai visité en été et je l'ai adoré pendant ces 2 saisons, sachant que ces 2 saisons c'est des paysages totalement différents, l'un totalement sous la neige et puis l'autre avec des forêts, des lacs, des champs, enfin magnifique, franchement magnifique. Si vous avez l'occasion de voyager dans cette partie-là du Japon, faites-le! Ensuite, la préfecture de Tottori avec ses dunes de sable et le musée juste à côté avec des grandes sculptures de sable vraiment impressionnant à voir. La randonnée que j'ai faite aussi au mont Mitoku qui a été, je pense, la randonnée la plus difficile que j'ai faite durant cette année au Japon. Et aussi le parc de Tottori avec plein de fleurs, vraiment fabuleux. J'ai beaucoup aimé aussi la ville de Fukuoka, notamment avec le complexe commercial le Canal City. Et tout autour de la ville, enfin dans la préfecture, il y a des choses vraiment sympas à visiter. Il y a le Bouddha allongé qui est vraiment assez impressionnant, le temple des grenouilles qui est très mignon, Itoshima pour la plage tout simplement, et puis la Toli blanche dans l'eau, enfin c'est assez beau. Il y a des parcs sympas aussi, et niveau nourriture il y a les yatai, donc c'est des petits stands de restauration dans les rues, c'est assez sympathique à faire. Et aussi à Fukuoka j'ai mangé mes meilleurs pancakes, oui. Il y a aussi la région de Saga juste à côté de Fukuoka, notamment j'ai beaucoup aimé le coin d'Alita dont la céramique est la spécialité. Donc j'ai vu un pont en céramique, j'ai vu une torii en céramique et j'ai aussi vu le parc Yoshinogali qui est consacré à l'époque Yayoi au Japon et qui est vraiment... j'ai appris plein de choses, vraiment j'ai appris plein de choses. La préfecture de Kagawa est la plus petite préfecture du Japon, mais mon dieu, il y a tellement de choses à faire dans ce coin-là. J'ai déjà sorti 3 vidéos tournées à Kagawa. Ensuite, la préfecture de Yamagata. Alors mon avis est peut-être un peu biaisé parce que j'y étais lors de la floraison des fleurs de cerisier, les sakura. C'était tout simplement magnifique, mais j'ai beaucoup aimé le temple dans la montagne, le Yamadera, ainsi que le festival, le Ningen Shogi. Donc le shogi c'est une sorte de jeu d'échecs japonais et Ningen ça veut dire humain. Donc c'était un festival où le jeu était joué par des réelles personnes. C'était sympa. Hibaraki est aussi une très belle préfecture et surtout elle n'est pas très loin de Tokyo. Il y a là-bas un des parcs qui je pense est l'un des plus beaux du Japon, le parc Hitachi, qui peut être visité tout le long de l'année. Et si vous aimez les fleurs, il y a aussi un parc avec des milliers d'arbres de pruniers et début mars, tout est en fleurs, c'est magnifique. Et dans cette préfecture, il y a aussi le Bouddha le plus haut du Japon. Au nord de Tohoku, la préfecture que j'ai préférée est celle d'Iwate. Il y a des falaises, des gorges, des grottes, etc. Et la ville de Morioka est aussi très sympa à visiter, notamment pour ses restaurants de Wanko Soba où le but est de manger le plus de bols possible.
La préfecture de Nagano, pareil, je pense que mon avis est un petit peu biaisé, mais franchement si vous aimez la neige, allez là-bas, c'est vraiment magnifique, il y a de la neige partout. Moi j'ai vu des igloos, j'ai fait des randos dans la neige, il y a aussi la ville de Matsumoto avec le château qui est vraiment très très beau, et il y a un dernier truc, ah oui, et le lac Suwa qui a inspiré celui dans le film d'animation Your Name. Et un dernier, je citerai la ville de Nagasaki. Alors je sais pas trop pourquoi j'ai aimé cette ville, mais je sais pas, j'ai eu un bon feeling, malgré qu'il y ait une grande influence occidentale, ça se voit quand même, malgré le quartier chinois. Hein. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette ville et j'ai aussi visité, j'ai eu la chance de visiter une partie de l'île de Gunkanjima, qui est une île abandonnée, mais autrefois c'était un des lieux les plus densément peuplés au monde, jusqu'à ce que les Japonais partent un peu du jour au lendemain. Ce qui me manquait au Japon, ce n'était pas trop le pain ou le fromage, parce qu'il y en avait quand même. Bon, certes, il n'était pas aussi bon qu'en France, mais il y en avait quand même. Non, ce qui me manquait, c'était surtout les légumes verts, style les lentilles, les haricots verts ou les flageolets. Chose que pourtant je mange pas tant que ça en France, mais enfin voilà, au Japon il n'y a pas tant de légumes verts que ça. Ok, il y a beaucoup de salades ou de choux, parfois un peu de brocoli, mais voilà, dans les restaurants et les bentos c'était surtout des pâtes ou du riz, et bah au bout d'un moment j'en avais un peu marre quoi. Alors c'était quand même ma 4e fois au Japon, mais lors de ce séjour il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué, c'est la mise en avant de chaque préfecture. Chaque préfecture a sa particularité, a sa spécialité et elle va vachement être mise en avant. Par exemple, il y a à Hokkaido c'était les malimo, les algues rondes, à Iwate c'est les wanko soba, les oranges dans la préfecture de Ehime, tout ça, et donc du coup on trouve énormément de goodies ou de friandises, de snacks, voilà, en fonction de la préfecture. Donc il y a ça. Mais il y a aussi par exemple les Gotochi cards que j'ai acheté. Donc ce sont des cartes qu'on peut trouver dans les postes au Japon, sauf que chaque préfecture a sa carte. On ne pourra pas donc du coup trouver la carte de Tokyo dans la préfecture de Ibaraki par exemple. Donc du coup chaque Gotochi card va représenter un lieu précis de la préfecture ou une spécialité culinaire. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Mais aussi l'accessibilité aux informations touristiques. À chaque fois que j'arrivais dans une ville, il y avait un office de tourisme dans une gare ou pas trop loin, ce qui me permettait d'avoir accès facilement aux informations, parce que bon, il faut dire que parfois je faisais le strict minimum en matière de recherche. Alors c'est peut-être un peu cliché, mais j'en ai appris un peu plus sur moi-même. On a tous ce petit coup de blues à la fin du week-end, juste avant de reprendre le boulot. Je pensais que c'était parce que voilà, c'était la fin du week-end, il fallait retourner au train-train quotidien. Alors il y a peut-être un petit peu de ça, mais je pense qu'il y avait autre chose aussi. Pour moi en tout cas, c'est parce que je passais ces journées de week-end voilà, en pyjama, à lire ou à regarder des dramas. Mais en fait j'ai besoin de faire quelque chose dans ma journée, de me dire à la fin de la journée, ah aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et du coup d'avoir voyagé pendant 1 an au Japon et d'avoir fait tous les jours quelque chose, et ben j'étais bien. Mais ça peut être faire des choses, mais ça peut être créer aussi, mais dans le sens le plus large possible, c'est-à-dire créer des vidéos, faire du journaling, faire de nouvelles rencontres, faire un planning, créer de nouveaux souvenirs, tout simplement. Ah, ça a été la question qui, je pense, m'a été le plus posée. Et d'ailleurs, à la conférence que j'ai donnée lors de la Japan Natsu, ça a été la première question qui m'a été posée. Ah, mais combien ça t'a coûté de vivre comme ça pendant 1 an au Japon ? Alors c'est vrai, je peux comprendre, voilà, vivre 1 an dans un pays à l'étranger sans travailler, ça demande 1 d'être organisé et de 2 surtout avoir bien économisé.
Alors juste, j'ai voyagé avec quelqu'un, donc ce sont des montants approximatifs parce que c'est du coup des sommes divisées par deux. Parfois on prenait pas la même chose à manger, on se déplaçait pas tous les deux au même endroit. Donc voilà, c'est approximatif, mais bon, ça donne quand même une grosse idée de la chose. Donc pour répondre à cette question, je vais lire mes petites notes. Donc la plus grosse somme revient au budget logement. Avec environ 900 € par mois, sachant que dans le lot il y avait principalement des hôtels et des guest house. La deuxième place revient au budget alimentation avec environ 500 € par mois pour une personne, sachant qu'on allait majoritairement dans des restaurants. Donc il faut savoir quand même qu'au Japon c'est beaucoup moins cher qu'en France. On peut se trouver des restaurants pour moins de 10 €, donc à plat de ramen, à plat de udon, etc. Et parfois aussi on se prenait des bento à emporter, donc là c'était encore moins cher, c'était environ 5 € le bento. Bon, parfois aussi on se faisait plaisir, on allait dans des yakiniku, dans des barbecues d'origine coréenne, ce genre de choses. Donc voilà, il y a vraiment un peu de tout dans le budget alimentation. Ensuite il y a eu le budget transport, mais je ne peux pas trop vous donner de chiffres parce qu'il y a eu des dépenses en yens, donc les bus, les trains, ce genre de choses, et des dépenses en euros pour la location des voitures par exemple, ou les vols d'avion. Donc voilà, j'ai pas trop de chiffres à vous donner pour ce budget là. Ensuite le budget divertissement, donc qui comprend les sorties, les visites, les châteaux, les parcs, les temples, les sanctuaires, mais aussi les activités comme les sorties à cheval, les parties au game center, etc. Donc c'était environ 150 € par mois. Ensuite il y a un budget que j'appelle budget d'hiver, donc c'est tout le reste, genre par exemple la lessive pour payer les vêtements ou les médicaments quand on est tombé malade. Donc ça a coûté 750 € mais pour un an cette fois-ci. Alors voilà, je vous laisse faire un calcul approximatif, mais non, je n'ai pas de parents super riches, non, je n'ai pas gagné au loto et non, je n'ai pas de formule magique à vous proposer parce que j'ai tout simplement travaillé. Alors j'ai préféré travailler avant de partir au Japon afin de profiter un maximum sur place. Je pense que j'ai commencé à économiser en 2013, donc j'ai travaillé pendant 5 ans et j'ai économisé pendant 5 ans. Pour faire ce voyage, sachant que je suis une personne qui ne boit pas, qui ne fume pas et qui sort pas tant que ça, donc j'ai pu économiser assez facilement. Ma manière de boire le thé. Alors avant de partir pour cette année-là au Japon, en France je sucrais tout le temps mon thé, je ne pouvais pas boire un thé s'il n'était pas sucré, je n'aimais pas ça. Mais au Japon, voilà, ils ne sucrent pas leur thé. Alors parfois ils donnent un petit sirop pour les thés glacés, mais je n'aimais pas ça. Du coup au début j'avais vachement de mal. Et petit à petit je me suis habituée et aujourd'hui je ne peux plus boire de thé si il y a du sucre à l'intérieur, s'il est sucré. Voilà, c'était la petite anecdote. Deux choses. La première, la nourriture qui me manque déjà. Et la deuxième, les toilettes propres et avec la cuvette chaude en hiver. Je pense que ça va beaucoup me manquer. C'est prévu en fait depuis le début du voyage, mais c'est juste qu'il faut que je me lance, que je me motive et que je fasse mon site internet. Et pour terminer, je vais me poser moi-même une question qui est: est-ce que je retourne au Japon? Et la réponse est oui! J'y retourne en août 2020 pour #objectif Kochi, le grand festival de Yosakoi de Kochi. J'y retourne avec la Fédération française de Yosakoi. Le Yosakoi est la danse japonaise pleine d'énergie, j'en ai parlé tout le long de cette vidéo. Et voilà, on va représenter la France au Japon. C'est un gros projet et une cagnotte est lancée. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations ou y participer, je vous mets le lien en dessous. J'ai répondu à la majorité des questions, mais je n'ai pas répondu à tout le monde. Sinon cette vidéo allait être beaucoup trop longue, mais j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Et pour ajouter une dernière petite chose, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, si comme moi vous êtes revenu d'un premier voyage au Japon avec les étoiles plein les yeux et que vous souhaitez aller plus loin, avoir l'expérience d'un dépaysement total, vous avez moins de 30 ans,
Vous êtes français? Alors faites un programme vacances-travail. Foncez, allez-y, ikimasho! Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Matane!